Cette vidéo retrace la genèse de la très connue et très utilisée loi des gaz parfaits. Le gaz parfait n'est pas parfait au sens où il atteindrait la perfection, mais au sens où il est idéal. Le gaz parfait, comme un monde parfait, n'existe pas, c'est une construction de l'esprit. Le gaz parfait est un modèle hypothétique qui simplifie le gaz réel en un gaz idéal. Ce modèle repose sur deux hypothèses. La première hypothèse est que les molécules qui constituent le gaz parfait sont assimilées à des points matériels, c'est-à-dire que l'on suppose que ces molécules n'ont pas de volume, mais qu'elles ont une masse. La deuxième hypothèse est qu'il n'y a pas d'interaction entre les différentes molécules du gaz parfait, ni entre ces molécules et leur environnement. Sur la base de ces deux hypothèses, pour un gaz parfait, tout se passe comme si une molécule de ce gaz était seule à occuper un volume infini et que la pression exercée était quasi nulle. Ce modèle du gaz parfait décrit correctement le comportement des gaz réels, pourvu que l'on reste dans le domaine des faibles pressions. La loi des gaz parfaits est une loi empirique, c'est-à-dire qu'elle a été établie à partir d'expériences. Tout d'abord, vers la fin du XVIIe siècle, deux scientifiques ont mené des travaux similaires, Boyle en Angleterre et Mariotte en France, sur la compression de l'air à température constante. De l'air est enfermé dans la partie fermée du tube en U, que vous voyez sur la gauche, et est séparé de l'air atmosphérique par du mercure. Je précise, si besoin est, que le mercure est liquide à pression atmosphérique et température ambiante. Un dispositif permet de mesurer le volume occupé par l'air emprisonné à l'extrémité fermée du tube, et il est possible d'augmenter la pression exercée sur cet air en ajoutant du mercure par la partie ouverte. En effet, la pression de l'air est égale à la somme de la pression atmosphérique et de la pression du mercure. Et il a été observé que, lorsque la pression de l'air augmente, le volume qu'il occupe diminue. Et ceci proportionnellement, ce qui peut être formalisé par pression de l'air fois volume de l'air est égal à une constante, pour un nombre de moles d'air constant et une température constante. Cette loi, qui découle de l'observation, était à l'époque appelée loi de la nature. Mariotte formulera cette loi ainsi: on peut prendre pour règle certaine, ou loi de la nature, que l'air se condense à proportion des poids dont il est chargé. Plus tard, deux autres Français travailleront aussi sur les gaz et établiront chacun une loi qui porte leur nom. Charles mesure l'évolution du volume d'un gaz en fonction de la température, ceci pour différentes pressions. Pour chaque pression, il observe que le volume est une fonction affine de la température. De son côté, Gay-Lussac mesure l'évolution de la pression d'un gaz en fonction de la température, ceci pour différents volumes. Pour chaque volume, il observe que la pression est une fonction affine de la température. Si l'on prolonge les droites affines obtenues pour les températures négatives, on constate qu'elles coupent l'axe des abscisses en moins 273,15 degrés Celsius, que ce soit pour les résultats de Charles ou pour ceux de Gay-Lussac. C'est ce qu'a remarqué Lord Kelvin, qui a opéré un changement d'origine pour les températures et proposé une nouvelle unité de mesure pour la température qui porte son nom. Ce changement d'origine peut paraître anecdotique, mais il amène l'idée d'une échelle absolue de température. La température la plus basse est 0 Kelvin. Le Kelvin est l'unité de température du système international. Des travaux de Charles et Gay-Lussac, en utilisant la température absolue de Kelvin, on obtient qu'à pression constante, le volume varie proportionnellement à la température, et qu'à volume constant, la pression varie proportionnellement à la température. Il vient donc que le produit pression fois volume est proportionnel à la température. Il n'y a plus qu'à compléter avec les travaux de l'Italien Avogadro, qui lui ont permis d'énoncer des volumes égaux de gaz différents mesurés dans les mêmes conditions de température et de pression contiennent le même nombre de molécules, pour obtenir la fameuse loi des gaz parfaits, PV égale nRT, avec P la pression, dans le système international elle s'exprime en pascal, V est le volume, qui lui s'exprime en mètres cubes dans le système international, N est le nombre de moles, la quantité de matière, T, la température qui s'exprime toujours en Kelvin. R est la constante des gaz parfaits qui,
si les autres grandeurs sont exprimées en unités du système international, est égal à 8,314 joules par Kelvin et par mol. Cette loi des gaz parfaits traduit correctement le comportement des gaz pour les faibles pressions. À la rubrique « Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant », la loi des gaz parfaits ne s'applique qu'aux gaz. Et il est bon de s'en souvenir, notamment avant de l'appliquer à un liquide, par exemple. Certains d'entre vous se disent sans doute « Quoi, moi, appliquer la loi des gaz parfaits à autre chose qu'un gaz, ça m'étonnerait bien ». Eh bien, méfiez-vous, l'avenir est parfois très étonnant. Enfin, puisque nous ne vivons pas dans l'idéalité, mais bien hélas dans la réalité, certains gaz dits réels présentent des écarts de comportement par rapport à la loi des gaz parfaits. Dans ces cas-là, il est possible d'utiliser d'autres relations. L'équation de Van der Waals est un exemple de description du comportement de gaz réels qui fait apparaître des facteurs correctifs dans la loi des gaz parfaits. Vous voyez bien qu'on retrouve le produit d'un terme homogène à une pression par un terme homogène à un volume à gauche de l'égalité et le nRT de l'autre côté de l'égalité.